introduire notre conférence ce soir et Amal par quelques lignes de son curriculum qui est extrêmement riche. Alors, Amal Andraus, elle a été nommée doyenne au GSAPP, la Graduate School of Architecture Planning and Preservation à l'Université de Columbia. Elle est cofondatrice du bureau new-yorkais Work AC avec son partenaire Monsieur Wood. Et à travers sa pratique, à travers donc les travaux au sein du bureau, aussi son travail en tant que chercheuse, et à travers toutes ses publications, elle est sur des concentrations d'activités qui concernent vraiment spécifiquement les projets architecturaux et surtout la réinvention des relations entre les environnements urbains et les environnements naturels. Quand on a conçu ces cycles, pour nous, c'était une évidence de l'inviter, en fait. C'était clair qu'il fallait qu'il puisse venir vous présenter ses activités, son travail, et aussi parce que, en fait, la manière de travailler de cet architecte, elle nous aide vraiment à réfléchir à l'impact de notre métier et aussi à repenser l'architecture en rapport à l'environnement. Et je pense que dans ces moments historiques très importants, des crises en fait, de crises par rapport à la question énergétique, des crises sociales, des crises économiques qui s'enchaînent l'une derrière l'autre, des crises aussi vis-à-vis de notre environnement naturel, la recherche à travers et son bureau et aussi ses activités pédagogiques concernant les designs et aussi la relation au changement climatique et à l'impact sur l'architecture, je pense que c'est une question clé et qu'on se doit en tant que maison d'architecture de la porter autour de la table aujourd'hui. Alors, les bureaux Work ASI est connu par ses projets non seulement ludiques et surtout bien conçus, mais aussi parce qu'elle a une activité d'exposition, installation et, comme je vous ai dit, des publications. Et je trouve que dans leur travail, il y a toujours un message que je trouve très positif et que j'aimerais introduire ici. L'architecture est là le pouvoir de changer nos façons de vivre. Et sur ça, je lui laisse la parole en la remerciant. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être en virtuel aujourd'hui avec vous. J'aurais aimé être en présentiel, mais on doit utiliser la technologie au mieux de nos jours. J'ai décidé en dernière minute de vous présenter en français. Malgré le fait que le français soit ma langue maternelle, je parle anglais depuis 25 ans et pense l'architecture surtout en anglais, mais récemment, je renoue avec le français. Donc voilà, vous m'excuserez si je suis un peu plus lente en français. Alors aujourd'hui, je voulais... une seconde. Vous parlez vraiment de la relation de l'eau à l'architecture et en particulier de trouver un moyen de repenser cette relation, pas seulement au niveau de la performance et de la technologie, mais au niveau aussi de l'imaginaire. Aujourd'hui, on pense beaucoup à la relation de l'eau aux villes à cause du changement climatique, du fait que les niveaux aquatiques soit diminuent, soit augmentent, et on doit vraiment repenser cette relation urbaine et écologique au niveau de l'eau de façon fondamentale. Je pense qu'il faut quand même aussi en même temps qu'on pense cette relation à l'échelle de l'architecture. Et d'ouvrir un peu cet imaginaire. En fait, l'architecture, le construit est la première, disons la deuxième couche de protection après nos vêtements contre l'environnement. Et la pire des choses qui peut arriver à un bâtiment, c'est d'avoir des fuites d'eau. Mais y a-t-il un moyen de repenser cette relation pour célébrer une nouvelle approche à l'eau et à l'architecture?
Je vais explorer cette relation au travers d'une installation, d'une exposition que mon studio a eu la chance de faire à Bruges en 2020. L'ouverture de l'exposition s'est faite le 6 mars 2020 et malheureusement l'exposition a fermé le 13 mars. Néanmoins, c'était vraiment une invitation fantastique qui faisait partie du Musée contemporain de Bruges de s'inscrire en fait dans la recherche que la ville avait déjà commencé à faire à l'occasion de la Triennale de Bruges, qui était vraiment en 2018, qui était axé sur cette question de l'eau à l'échelle urbaine. Il y avait une série d'installations d'architectes assez connus comme cette école de Floating School de Kunle Adeyemi ou bien cette espèce de tour visionnaire que Peter Van Dresch de Atelier 4 Architecten avait développé. Et on avait visité toutes ces installations avec le curator du Musée contemporain de Bruges. Et il nous avait invités donc à suivre la triennale en faisant une exposition particulière de notre travail par rapport à cette question d'eau. On a fait énormément de recherches pour repenser cette relation, la relation entre l'architecture, la plomberie, si vous pensez à Adolf Loos qui demandait aux architectes de redécouvrir la plomberie et un peu, il avait cette fascination pour le pragmatisme américain et allemand. Et quand on pense à Duchamp et son manifesto avec le bidet, ou quand on pense à Corbusier, à Le Corbusier et à Alto qui ont eu un peu un fétiche par rapport aux éviers, etc., dans leurs architectures, vraiment cette relation s'étend au travers de l'histoire de l'architecture et en particulier passe un peu d'un côté un peu spirituel de l'eau à un côté hygiénique de l'eau lors du modernisme, en tout cas en Europe et en Occident. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui dépasser ce côté hygiène, performance pour redécouvrir la poésie de cette relation entre le bâti et le liquide. Et donc, nous avons conçu l'exposition en 6 salles qui correspondaient chacune à une échelle différente. Et pour vraiment retracer l'eau à différentes échelles au travers de nos projets aussi à différentes échelles. La première échelle, c'est ce qu'on a appelé fixtures, qui est vraiment l'échelle des éviers, des douches, des salles de bain, la plus petite échelle, la plomberie, l'échelle de la plomberie en architecture. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait nous-mêmes une certaine obsession par rapport à réinventer cette petite échelle au niveau de l'architecture. Et donc, nous avons présenté un certain nombre de projets qui faisaient ça. Le premier, c'est l'histoire d'un évier, un grand évier, vraiment une super échelle, qu'on a développé il y a quelques années à l'occasion du Children's Museum of Arts à New York, le musée pour art pour les enfants, le musée d'art pour les enfants. Ce qui était fascinant avec ce musée, c'est que d'un côté, bon, ils avaient des galeries tout à fait classiques, mais d'un autre côté, ils avaient vraiment des studios interactifs où les enfants apprenaient à faire de l'art et étaient très engagés. Et une des choses que les maîtresses et les maîtres enfin les artistes en fait qui s'occupaient de ce programme pour enfants nous ont dit, c'est que les enfants détestaient laver leurs mains, laver les pinceaux, nettoyer, etc. Alors on s'est dit, bon, il faut qu'on célèbre ce moment de laver les pinceaux, de nettoyer, etc. Et on a créé ce qu'on appelle Synchorama, comme un évier panorama en fait à très grande échelle, avec plusieurs hauteurs pour que les enfants de différentes tailles puissent avoir accès à différents niveaux. Et l'idée, c'était que quand ils se mettent tous ensemble à nettoyer leurs pinceaux, etc., il y a vraiment
comme un espèce de collectif qui se fait au niveau de la couleur dans cette espèce de presque coupe volante déviée au sein du musée d'art pour enfants. Le deuxième projet est aussi un projet dévié à grande échelle qui, là, cette fois-ci, est continue un peu un aspect du projet qui était très important pour nous. Ce projet, c'est une addition à l'école de design de Rhode Island School of Design à Providence, ici aux USA. Et l'idée, c'était de créer un espace pour les étudiants pour qu'ils aient vraiment les moyens de se rencontrer au travers des différentes programmes, etc., qui est un endroit un peu flexible, une galerie où ils peuvent présenter leurs travaux, se retrouver. Ça s'appelle le Student Success Center, galerie flexible. Enfin, vraiment repenser la collectivité au niveau de tous les espaces, la flexibilité. Et d'ailleurs, une des parties du programme qui était le plus intéressante, c'était cette espèce de storage, en fait, où les étudiants on leur délivre des gros paquets au travers d'Amazon, etc. Et on s'est dit, mais ça, c'est un peu comme le post office contemporain. Il faut célébrer ce moment de réception de paquets et de trouver un moyen de recycler, de créer un mouvement, un système entre la réception des paquets et puis la réutilisation du carton en particulier. On a développé un autre espace flexible, etc. Et pour créer une nouvelle connexion avec la ville. Et au centre de ce projet ici, donc vous voyez, on a créé la première, ce qu'on appelle Gender Inclusive Bathroom, donc la première salle de bain collective qui ne fait pas cas du genre femmes, hommes, entre, etc. Et en travaillant avec un groupe qui s'appelle QSAP, qui étaient des étudiants de Columbia qui ont gradué et commencé ce collectif qui repense les espaces par rapport au genre en architecture, on a développé la première salle de bain collective au-delà du genre, de la spécificité du genre RSD, où chaque salle de bain, en fait, est une forme et une couleur différente. Et dans chaque salle de bain, en fait, c'était important qu'il y ait un petit miroir pour avoir de l'intimité et se sentir privé. Mais ce qui était très important, c'était qu'en même temps, il y ait ce grand évier collectif où tout le monde sort et se retrouve tous ensemble. Et la différence est dépassée et il y a vraiment la création une nouvelle option collective de se retrouver. Donc voilà, au cœur de ce projet pour les étudiants, cette salle de bain réinventée où la différence et la collectivité viennent ensemble se réunir. Et là, ce qui était sympathique dans cet évier, c'est que ici aussi, on a utilisé vraiment une diversité de petits éviers qui sont mis l'un à côté de l'autre pour célébrer le fait qu'on peut être ensemble et séparés et différents en même temps. Et donc là, vous voyez les étudiants qui ne se sont pas d'ailleurs habillés spécialement pour le photoshoot. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là. Je crois qu'il y avait dans l'école de mode un événement spécial. Et là, vous voyez chaque espace, salle de bain séparée, où il y a vraiment ce moment intime de se regarder dans le miroir. Le troisième projet, c'était un autre aspect de la salle de bain, en fait, qu'on a développé pour ce projet de préservation, de conservation et d'extension d'un immeuble qu'on devait préserver à New York et où on a créé ce qu'on appelle un penthouse de 3 étages qui était complètement invisible à partir de la rue. Et au sein du bâtiment, à chaque étage, on a développé pour le core, c'est-à-dire cuisine, salle de bain, etc., qui séparent les chambres à coucher, on a développé, Dan,
mon mari est là. On a développé une succession d'espaces où on peut faire pousser des herbes au-dessus de la cuisine, ainsi que créer un système au-dessus des douches où quand vous prenez la douche, il y a des plantes spéciales qui grandissent grâce à la vapeur. Donc voilà, ça c'est le dessin qu'on a fait pour l'exposition qui explique vraiment ce système qui qui permet aux plantes de grandir. Et là, donc, vous voyez, dans chaque appartement, il y a comme une mini ferme urbaine avec des herbes et puis cette mini serre au-dessus des douches. Donc, même à l'échelle d'un petit appartement, trouver les moyens de connecter à l'eau, de connecter à l'environnement et à la lumière, même construite, même quand il n'y en a pas. Et une autre action qu'on a fait, c'est vraiment de repousser l'addition pour créer ce petit jardin sur lequel l'appartement, le penthouse, a une vue. Et là, on a réhabilité la cloison de l'ascenseur historique pour construire ce qu'on appelle un hot tub, un jacuzzi, où là aussi, on a créé un système entre les plantes et l'eau, où les plantes recyclent l'eau quand on prend un jacuzzi. Donc, un moment de connexion avec l'environnement dans cet appartement et cette densité de la ville. La deuxième salle, on l'a appelée In-Food Structure pour vraiment décrire l'intersection de l'idée d'infrastructure et de l'idée d'infrastructure par rapport à la nourriture, aux food systems. Et on a présenté deux projets qui vraiment sont très importants pour nous et qui ont mis en marche, en fait, dans notre pratique, la pensée entre la ville et les systèmes agricoles. Le premier, c'est Public Farm One. C'est une installation que l'on a créée dans la cour de MoMA PS1 à Queens en 2008. On a créé une ferme urbaine organique qui montait du niveau du sol jusqu'à 12 mètres, entièrement faite de papier, de carton, ce sont des sonotubes qu'on utilise en général pour sculpter le béton. Et là, au travers d'une variété une cinquantaine de plantes, fruits, légumes, etc., on a créé cette structure qui était complètement où l'eau était distribuée de façon à compte-gouttes, où tout ce qui avait tous les besoins d'énergie énergique étaient donnés par les écrans solaires, etc. Donc, toute une petite structure, ferme urbaine, qui a aussi permis aux événements en dessous, aux fêtes, etc. Donc, vraiment à organiser au travers de cette structure un nouvel espace public où les gens se retrouvent de tout âge et célèbrent un peu cette intersection de l'agriculture, de la vie urbaine et de l'environnement. Donc là, vous voyez cette structure avec le système d'eau à compte-gouttes. On a même développé avec notre amie artiste Élodie Blanchard des jupes pour collecter les fruits et légumes qui poussaient en hauteur et développer des petits éléments pour voir la ferme urbaine de différentes perspectives. Il y avait une petite piscine au centre qui recyclait l'eau chaque jour. Et là, vous voyez la création d'ombres, etc., qui permettaient aux fêtes et aux événements de se produire durant tout l'été. On a même construit une petite aire pour les poules qui se promenaient dans la cour tout l'été. Et là, vous voyez les événements et donc l'idée que cette structure, cette infrastructure pouvait vraiment créer un environnement où les gens se retrouvent. Grâce à ce projet qui s'appelle Public Farm One, on a rencontré la chef et activiste Alice Waters
qui a beaucoup fait au niveau de comment on se nourrit aux États-Unis, et spécifiquement dans les écoles publiques, parce qu'ici, les enfants mangent très mal dans les écoles publiques. C'est vraiment ce qu'on appelle du processed food et il faut vraiment tout repenser. Donc, elle nous a approchés grâce à sa fondation. Elle nous a dit, bon, est-ce qu'on pourrait interpréter et transformer ce que j'ai fait à Berkeley pour New York. Et donc, nous avons créé deux Edible Schoolyards qui sont dans des parkings d'écoles publiques ici à New York. Le premier bâtiment, la première structure a été construite à Brooklyn. On a pris half an acre, je ne sais pas combien c'est en mètres carrés, mais on a transformé le parking en ferme urbaine, en jardin potager, et les enfants viennent, donc il y a une connexion entre ce qu'ils apprennent dans la cuisine, qui est aussi une salle de classe. Ça, c'est lié à leur cursus. Ils apprennent quelque chose sur la science, ils peuvent l'apprendre au travers de la nourriture, etc. Il y a une serre et à l'arrière, il y a ce qu'on appelle the systems wall, un mur avec des volumes qui permettent aux enfants, en fait, de comprendre la relation entre le jardin et le bâtiment et cette structure, avec la récolte d'eau grâce à la pente, avec l'endroit où le compost est situé, avec l'endroit où les poules viennent dormir, etc. Donc là, vous voyez la structure en trois morceaux, en fait, la serre, la cuisine classe, salle de classe, et ensuite le mur système avec la cisterne pour l'eau, les espaces mécaniques, le compost, etc., exprimés pour permettre comme un petit puzzle aux enfants de comprendre que tout est lié vraiment. Et là, vous voyez la serre où les enfants, en fait, chaque enfant dans cette école a au moins 2 ou 3 cours par mois dans cette structure. Donc, c'est vraiment intégré dans leur curriculum. Ils apprennent à cuisiner, comme ça, quand ils rentrent seuls à la maison, ils savent comment bien se nourrir et prendre soin d'eux-mêmes. La deuxième structure qu'on a fait sur le même modèle est à Harlem, au nord de Manhattan. Et ce qui était intéressant ici, c'est qu'on a construit la serre comme un pont qui relie deux parties de l'école existante. Et au sol, nous avons développé en fait un jardin potager qui est fait de containers, enfin qui est complètement mobile. Et de l'autre côté, on a transformé le toit où on a créé un toit élevé avec de la terre artificielle pour le jardin urbain. Donc là, vous voyez la serre et les enfants qui cultivent ce nouveau toit qui est une ferme urbaine. Et le troisième projet dans cette salle, qui est un projet en fait qui ne s'est jamais construit, c'est un projet de système aquaponique. On voulait créer une autre structure. On avait été commissionné pour créer cette structure pour le musée d'art pour enfants à Denver. Et là, c'était vraiment d'intégrer le système de poissons et de plantes, etc., pour créer cette structure interactive et comprendre et jouer de façon très ludique la relation entre l'oxygène, les poissons, les plantes, etc. Et ça, c'est mon partenaire Dan Wood qui expliquait le projet lors de l'ouverture de l'exposition. La troisième salle s'appelait Super Plumbing, la plomberie en excès d'échelle. Et c'est une idée que l'on a développée lors d'un projet à Libreville pour un nouveau centre de conférence. C'est un concours qu'on avait gagné en 2012. Et le Gabon, à l'époque, était très intéressé à montrer sa transformation d'une économie de pétrole vers une économie de services qui permettent de vraiment accueillir des conférences internationales, etc. Et donc, ce projet qui avait été commissionné par le gouvernement voulait vraiment célébrer
les écosystèmes du Gabon qui sont absolument incroyables et d'une richesse incroyable, et célébrer ces écosystèmes en intégrant l'architecture et l'environnement et le paysage et ces écosystèmes dans ce centre de conférence. Alors le projet que l'on a proposé, c'était vraiment de créer une structure où trois volumes représentant les différents écosystèmes du Gabon venaient sculpter et s'intégrer au centre de conférence comme des volumes vraiment en même temps séparés et complètement connectés. Et donc, partout dans le centre de conférence, on pouvait ressentir un peu le poids de ces volumes comme ça, creusés dans la masse du centre de conférence. Là, vous voyez en plan ces espèces de vides comme ça qui étaient pleins du paysage et des écosystèmes. Et en particulier, poursuivant un peu l'idée de pente et de récupérer l'eau sur les toits, mais de rendre cette récupération, cette collection visible et de célébrer cette récupération. Le toit de la conférence, du centre de conférence était vraiment en pente, où on pouvait lire en même temps les vides de ces espaces externes intégrant différents écosystèmes, et en même temps au centre récupérer l'eau pour la redistribuer au travers du bâtiment, ainsi qu'ensuite redistribuer et connecter la structure du centre de conférence au paysage autour. Et en particulier, un des espaces creusés, une de ces cours un peu intérieures, on a développé pour une de ces cours une cascade, voici la cascade à demi-échelle, qui célébrait en fait la récupération de l'eau et transformait cet acte en une partie importante de l'architecture. Donc au centre de cette cour, il y avait une cascade qui avait été dessinée et conçue pour cet espace. Et là, dans l'exposition, dans cette salle, on a vraiment présenté les dessins techniques pour montrer à quel point de repenser l'infrastructure, la plomberie pouvait faire partie vraiment de l'expression architecturale du bâtiment et du centre de conférence, jusqu'à en fait le design de la forme de la bouche de cette infrastructure, cette plomberie pour la cascade qui rend vraiment un effet très spécifique à cette cascade, un effet quasi naturel, mais qui est complètement construit évidemment. Et donc, au travers de simplement ce moment de récupération de cascade et ensuite de redistribution de l'eau au travers de la structure et du site, il y a de nouveau l'idée d'une connexion très forte exprimée entre le bâtiment et l'environnement autour. Pour un autre projet aussi dans cette salle, c'est un projet qui voulait aussi célébrer la récupération de l'eau, comme vous le voyez ici, mais on a fini par devoir, pour des raisons techniques, symboliser ça plus que le faire vraiment en pratique. Et je vais vous expliquer comment ça, ça s'appelle le Miami Museum Garage à Miami, aux États-Unis. Ils aiment leur parking, leur voiture, mais ils n'aiment pas leur parking. Donc, on avait été invités avec un groupe d'architectes à repenser la façade d'un parking. On nous avait donné 1,2 mètre, si vous voulez, 1,2 mètres, donc 4 pieds. Et on s'est dit, mais au lieu de simplement faire une façade, une belle façade, pourquoi ne pas repenser l'espace public et penser l'intégration de l'eau dans cet espace public avec galerie, bibliothèque, lounge, etc. Penser vraiment le programme pour un espace public vertical. Alors, nous avons créé
cette façade qui a une certaine profondeur, une chose qui pour nous est très, très importante, de sortir de l'architecture à deux dimensions et de réclamer une certaine profondeur littérale pour l'architecture. Donc, au sein de cette épaisseur, on a créé une série de séquences programmatiques. Et là, je vous avais dit qu'on voulait récupérer l'eau dans ce volume ici, et on a fini en fait par le garder vide et demander à une artiste de peindre une œuvre qui parle de l'eau au centre de la structure. Là, vous voyez, vraiment, c'est une structure qui est très fine, très étroite, et pourtant, elle permet vraiment une séquence publique. Quand les gens arrivent avec leur voiture, ils peuvent redescendre, peuvent voir les plantes, participer à les arroser. Il y a une petite bibliothèque publique où vous pouvez mettre un livre et reprendre un autre livre. On a un espace auditorium, etc., sur le toit et un endroit pour avoir des événements, ainsi qu'un endroit pour les enfants. On essaye toujours d'intégrer les différents âges dans nos projets. Et donc, ce qui est agréable pas agréable, mais intéressant, je pense, dans ce projet, c'est vraiment de créer un espace public vertical pour, pour le public. Et l'idée d'infrastructure et d'architecture se révèle la nuit, surtout quand au centre, la pièce d'art qui est une pièce autour de l'idée d'eau, est solide, alors que tout le reste devient transparent et on lit la structure du parking derrière. La quatrième pièce s'appelait Le désert, et elle s'appelait Le désert malgré le fait que les projets présentés ne sont pas tous dans des déserts, mais on se demande s'ils ne sont pas probablement dans des déserts malheureusement à venir. Le premier projet, c'est le musée d'art de Beyrouth, le Beirut Museum of Art, que nous sommes en ce moment en train de développer. Et l'idée de ce musée qui est sur le campus de l'Université Saint-Joseph, c'est de vraiment construire le musée a été conçu comme un musée ouvert. Les musées en général, très souvent, ont l'air fermés, solides. Il y a un côté très élitiste, très inaccessible, un désir de séparer l'art au sein du musée de la vie et de la ville en dehors du musée. Et là, au contraire, on a conçu ce musée comme si on le tournait à l'envers, ou bien on tournait l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, il y a une série d'espaces complètement ouverts, de balcons, de pièces ouvertes tout autour du musée qui mélangent art et installation, sculpture, etc., et accès ainsi que verdure. Ce qui est intéressant à Beyrouth, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la verdure, les plantes, etc., grandissent vraiment de façon très rapide partout, très sauvage presque, et on voulait intégrer les deux pour créer un bâtiment qui parle de l'environnement, non seulement le négocie, mais l'exprime, le célèbre au travers des balcons, des jardins élevés dans ces espaces verticaux. Donc, vous voyez ici le plan. D'un côté, un espace très flexible, plutôt classique pour les galeries d'art et pour la collection que vous voyez ici. Et ensuite, une conversation entre les pièces de la collection et d'un côté, l'art contemporain, les installations sur la façade avant, et puis de l'autre, sur les façades des deux côtés, vraiment la verdure, les plantes, etc., pour créer comme un poumon pour la ville, quelque chose qui s'accapare des cloisons verticales pour les rendre vertes et rendre à la ville de cette façon-là. Et là aussi, avec notre expérience de récupérer l'eau,
de l'irrigation goutte à goutte, etc., on travaille avec l'architecte paysagiste pour essayer de planter des plantes qui vont vraiment être durables et qui n'utiliseront pas beaucoup d'eau. Ça, c'est la façade avant. La façade arrière a aussi un jardin élevé pour les enfants et la structure mécanique est exprimée à l'arrière. Et donc, là, vous voyez la nuit, l'intégration de l'art, de la ville, une espèce d'ouverture et de la verdure sur les pans verticaux. Le deuxième projet dans cette salle est un projet qui pour l'instant, avec le Covid, s'est arrêté, mais c'est une maison en Arizona. Et ce qu'on aime, mon partenaire et moi, dans l'architecture historiquement de l'Arizona, c'est ce qu'on appelle les Earthships. Dans les années 70, certains architectes voulaient développer des maisons qui étaient vraiment des systèmes qui complètement durables et intégrés avec l'environnement. Malheureusement, ces Earthships sont esthétiquement assez laides. Donc, on voulait réinterpréter cela en créant, en prenant toutes ces idées que les Earthships avaient développées, d'écrans solaires, de systèmes de récupération d'eau, de solidité, de masse qui négocie la température grâce à l'épaisseur et la masse d'habitation. Et donc d'intégrer toutes ces idées, mais de les exprimer esthétiquement et architecturalement de façon nouvelle. Donc là, vous voyez en plan, d'un côté, l'espace très massif où les chambres à coucher sont creusées, et d'un autre côté, un espace beaucoup plus ouvert qui interprète en fait l'idée de serre pour créer le salon et la cuisine ouverte, etc. Et ensuite, vraiment presque un espace pour une serre intégrée à la maison. Et là, vous voyez le contraste entre une partie de la maison qui est presque comme une serre très transparente et l'autre partie qui est très solide, où on voulait utiliser ce qu'on appelle Adobe Bricks, des briques en terre. Et le troisième projet dans cette salle est vraiment, en fait, construit sur ces idées. C'est un projet en cours pour une bibliothèque à Boulder, Colorado, où là aussi, vraiment l'idée d'un bâtiment net zero qui n'émet pas de carbone est devenue très importante. Donc, tous les systèmes mécaniques sont passifs et tout utilise des écrans solaires, etc. Mais là aussi, exprimer les systèmes, exprimer l'intégration avec d'un côté de la bibliothèque, une partie complètement accessible à partir de la rue qui est couverte d'un toit vert, et de l'autre côté, et où dans l'épaisseur de la façade, il y a aussi la négociation entre l'intérieur et l'extérieur, y compris une petite serre. Et de l'autre côté, donc là, vous voyez l'accès par rapport à la rue avec le toit vert, et de l'autre côté, des cheminées qui font circuler l'air pour vraiment gérer la température de façon passive. La cinquième salle s'appelait la mer et contenait en particulier un grand projet qu'on vient de terminer au nord de Beyrouth, dans une des plus vieilles villes qui s'appelle Batroun. Et l'idée de ce développement, de ce mini-développement urbain, c'était de créer une densité d'unités d'habitation où, malgré la densité, chacun avait vraiment accès à la mer, accès à la vue de la mer et accès à d'autres pans d'eau distribués au travers du développement. Souvent, malheureusement, dans des pays comme le Liban, la densité est quelque chose qui n'est pas désirable. Les gens qui ont les moyens ont envie d'avoir une villa
entourés de jardins inaccessibles, etc. Donc là, vraiment proposer des unités à dimensions très diverses, avec des studios en haut, des appartements tout petits, enfin assez petits, à 2 étages, et puis ensuite finir avec des villas plus grandes. Était important, ce mélange d'échelles était important. Et ensuite, de donner en fait la meilleure vue pratiquement aux studios qui sont tout en haut grâce à la section du terrain que l'on a travaillé. Donc là, vous voyez la section du terrain en pente qui permet à toutes ces vues et à cet accès d'être créé. Et si certains d'entre vous connaissent le Liban, il y a quelque chose de très particulier, la géographie du pays, qui est que les montagnes et la mer sont presque compressées. La distance est très petite, un peu comme certains endroits en Italie. Et donc, on voulait un peu faire écho à cette géographie en créant comme une montagne un peu artificielle avec cette succession d'unités en pente. Donc là, vous voyez les unités à l'arrière qui sont presque comme des maisons d'habitation avec une piscine collective. Le projet recycle l'eau autant que possible, récupère l'eau et la recycle pour les plantes et aussi pour les piscines. Et là, vous voyez vraiment cette succession de toits verts qui permettent à tous d'avoir cette vue, et cette vue est toujours négociée par les toits verts en pan arrière. L'autre aspect qui était très important, c'était de créer des ruelles assez étroites entre les différents niveaux, extrêmement plantées, de vraiment intégrer l'architecture et le paysage de cette façon. Donc tout est presque moitié-moitié entre pierre et verdure, avec toujours des vues ininterrompues. On a terminé ça il y a 6 mois. Et voilà. La dernière salle, c'était la salle qu'on a appelée Futures. Et en fait, notre pratique et notre recherche a toujours été intéressée dans l'avenir, mais aussi dans le passé. En particulier, nous sommes souvent inspirés des villes visionnaires du passé. On a parfois, je crois, tous le sentiment que ça fait longtemps qu'on a les technologies qu'il faut pour habiter la planète de façon plus durable. Mais la volonté n'est pas là, l'imagination n'est pas là, la mobilisation politique doit continuer à être intensifiée. Et c'est pour ça qu'on pense que continuer de présenter des images un peu utopiques de ce qui est possible dans le futur peut peut-être permettre à de nouvelles audiences d'imaginer la façon de vivre différemment. Et donc ça, c'était la pièce future. Et le premier projet que l'on a présenté est un projet qui s'appelle Nature City, la ville nature, qu'on avait développé il y a quelques années pour le MoMA, le Museum of Modern Art à New York. L'idée, c'était de repenser les banlieues américaines. Et nous avons réimaginé cela en construisant sur l'idée de Ebenezer Howard, qui était un architecte et aussi théoricien, qui a développé l'idée de town country, l'idée qu'on peut avoir en même temps la nature et la ville. Bon. Mais malheureusement, comme on sait, les banlieues n'ont pas vraiment, elles ne sont ni belles ni intéressantes au niveau urbain, ni intéressantes au niveau nature, environnement. Donc, comment réinventer en fait la banlieue et cette intégration pour le futur. On a créé là aussi une idée d'une ville, d'un développement extrêmement dense,
où chaque bloc d'habitation a aussi une performance au niveau du maintien écologique, si vous voulez, du développement, la récupération de l'eau, la production d'électricité, exprimer la collecte du compost, etc., et que tout soit intégré de façon architecturale, de façon visible, de façon qui célèbre ces systèmes et les rendre intègres à l'architecture. Et donc, en fait, le plan urbain l'idée de vraiment presque en diagramme, de séparer ces sections urbaines, section nature, section urbaine, section nature, avec une distance assez grande pour les sections plus naturelles, pour que les animaux, etc., puissent vivre, qu'ils ne soient pas compressés, et en même temps développer des moments de paysage et de performance au niveau du paysage au sein de l'architecture et des blocs d'habitation. Donc, par exemple, ce bloc d'habitation avait pensé qu'à l'arrière, au lieu d'avoir des pelouses, etc., on pouvait avoir des systèmes aquaponiques, de faire pousser les poissons, de recycler l'eau, etc. Cette drôle de maison, d'unité d'habitation avait proposé un grand système, une grande infrastructure pour le compost qui créerait du méthane qu'on récupérait pour produire de l'énergie pour le développement, avec ces espaces terrassés autour. Ici était l'idée d'une ferme urbaine élevée avec la production de canning, enfin comment on peut préserver de la nourriture pour l'hiver, etc. Et les deux tours qui étaient conçues pour il y avait une gare qui allait connecter ce nouveau développement aux villes proches. L'idée, c'était de réimaginer le core, qui est le centre des tours, et au lieu de simplement avoir la circulation et l'infrastructure verticale pour le mouvement des humains, l'ascenseur et les escaliers, on pouvait penser qu'il y aurait peut-être une cascade de nouveau vraiment qui créerait la pression pour l'eau au travers du développement, et en même temps créerait un espace intéressant au sein de ces tours. Le deuxième projet que vous voyez ici, dont vous voyez les dessins ici sur le mur au fond, était une collaboration qu'on a fait avec les architectes activistes et expérimentaux des années 60-70 qui s'appelle Ant Farm, qui était un collectif très intéressant qui s'est situé entre l'art et l'architecture dans ces années-là. Et nous avons travaillé avec eux pour réimaginer leur travail de façon contemporaine et trouver comme une nouvelle manifestation de leur travail pour notre vie contemporaine. Alors, on a pris 3 de leurs projets iconiques, qui est très connu. D'abord, The House of the Century, la maison du siècle qu'ils avaient construit, dont on a redessiné les systèmes et l'architecture. Le deuxième projet, c'était Convention City, qu'ils avaient développé et qu'on a redessiné, qui était ce dôme très intéressant où ils imaginaient des conférences politiques, d'engagement, etc., au milieu du désert d'Arizona. Et le troisième projet qu'on aimait beaucoup, c'est ce qu'ils appelaient The Dolphin Embassy, qui était l'idée d'une structure flottante où les humains et les dauphins supposément négociaient. Ils étaient très inspirés de la recherche à l'époque qui commençait à vraiment démontrer l'intelligence des dauphins en particulier. Alors, en repensant ces 3 projets et en travaillant avec eux, nous avons décidé de développer un nouveau projet pour
qui intégrait toutes ces idées. Et nous avons développé ensemble 3C City, l'idée d'une croisière de voyage à l'échelle vraiment d'une ville urbaine. Les croisières, comme vous savez, de voyage sont énormes, ce sont des villes en elles-mêmes, et de développer ces croisières où on pourrait en même temps avoir vraiment des unités d'habitation ainsi qu'un espace politique public avec au centre ce moment de rencontre avec les dauphins et la faune et la flore dans les océans, où on pourrait débattre du futur ensemble de la planète. Donc, c'était une proposition théorique qui se fondait sur les projets de Ant Farm, de cette négociation entre les humains, les animaux et les plantes. Le dernier projet, c'était juste un dessin que l'on avait fait pour la publication Documenta, qui nous demandait de penser l'eau par rapport à la Lune. Et donc là, on a proposé un dialogue entre la Terre et la Lune, où la Lune prendrait le rôle infrastructurel de la planète, de la Terre, avec de rentrer en conversation pour créer des infrastructures complémentaires. Alors, je vous montre la vidéo qui est de 2 minutes et qui résume l'exposition, et ensuite je serai ravie de prendre vos questions. Voilà, merci.
Alors, merci beaucoup pour cette présentation très, très riche. Merci de nous avoir fait flâner à travers tous ces échelles et ces travails. Pour nous, c'était très important parce on est à Genève, ville d'eau, hein. Ici, on a deux rivières, les lacs. On a nous-mêmes travaillé sur la question de l'eau il y a une année ou presque une année et demie. C'est un thème qui nous intéressait. C'était essentiel que vous puissiez présenter votre travail. Donc, je tiens vraiment à vous remercier beaucoup. Bon, j'ouvre aux questions. J'ai une toute première question. J'en ai plusieurs en fait, parce que on a aussi un public qui est connecté. Donc peut-être je vais donner un peu plus la parole d'abord à le public qui est connecté, donc l'éloigné. Alors la première question que j'avais, c'est la question qui m'a touchée énormément en regardant vos travail. C'est pour moi la question pédagogique qu'il y a derrière vos projets en fait. C'est que je reconnais fortement, c'est d'une part votre attention vraiment précise à l'enfant, donc dans tout, hein, dans tous les projets. Et après, c'est question vraiment d'arriver à travailler sur des problèmes comme par exemple la question du genre, mais la question des ressources, aussi des problèmes très, très lourds, à travers la manifestation d'objets ludiques, mais avec un côté pédagogique. En fait, je voulais peut-être vous écouter sur ces points-là. Oui, merci. Effectivement, je crois que comme on a, comme je crois malheureusement qu'on a bien compris, même avec le Covid, ce n'est pas parce que vous avez la technologie du vaccin que tout le monde se fait vacciner. Il y a un processus de compréhension, de confiance, de communication. Il y a un côté émotionnel, un côté psychologique en fait. Et je pense que pour nous, le côté ludique, le côté plaisir, le côté sensuel, le côté... Ce qui est important aussi dans l'architecture, c'est pas juste les cases et la performance. On peut y arriver sans exprimer quoi que ce soit. Pour nous, il faut inviter les gens inviter les gens à imaginer qu'on pourrait vivre différemment, que même s'il y a des sacrifices, il y a des bénéfices, il y a de nouvelles formes de plaisir, de nouvelles formes d'engagement, de nouvelles formes enfin de manière de se retrouver ensemble, de redéfinir nos relations et la relation aux plantes, aux animaux, etc. Et donc on a toujours fait ça, donc cette dimension ludique et pédagogique dont vous parlez, c'est quelque chose qui est très important. On sait bien que les fermes urbaines ne vont pas nourrir la planète, mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire. C'est des espaces communautaires, des espaces d'échange. Euh, et, euh, et les enfants en particulier pour nous, quand vous voyez des enfants comprendre comment tout est connecté et s'approprier des choses, c'est toujours un moment de grand plaisir parce qu'au travers de leur liberté, on arrive nous-mêmes à repenser nos positions aussi. Merci. Puis j'ai encore une autre question. C'est peut-être je vais enchaîner avec la question d'Emma, qui d'ailleurs elle demande par rapport à la transformation du ces mixités hein, entre les garages, l'objet garage et puis ces musées. Elle était très intéressée à savoir après comment les gens ils se réagissent. En fait, je la traduis, mais comment vous avez réussi à que les gens s'approprient de ces projets qui sont assez hybrides et étonnants en fait. Tout à fait. En fait, on ne sait jamais vraiment, on projette des histoires, mais on ne sait jamais comment elles vont être appropriées et transformées. Et en général, il y a un élément de surprise, mais comme en même temps, je crois qu'on laisse les choix ouverts autant que possible. On a remarqué que quand même, il y a souvent on a des amis, par exemple, ou des gens qui nous écrivent, même des gens qui nous connaissent pas, qui vont nous dire, mais je sais pas, j'ai rencontré ce truc à Miami, je savais pas c'était quoi, et tout d'un coup, j'ai compris. Et il y a un élément de découverte. Et je crois que c'est cet élément de découverte ou redécouverte
qui est très important. C'est une idée très récente, en fait, en architecture, très moderniste, de diviser tout, l'industrie ici, l'habitation là, etc. Bon, on a vraiment dépassé ça, mais au-delà de ce dépassement, je crois qu'il faut vraiment produire des typologies nouvelles, des programmes nouveaux. Et on ne sait jamais comment les gens vont s'approprier. Mais quand on apprend qu'ils l'ont fait avec joie, ça nous rend toujours très heureux. Merci. Et puis, j'avais une autre question, peut-être un peu, si j'ose, un peu plus ludique. On a remarqué que dans votre projet, il y a énormément l'usage de la couleur, et aussi des couleurs assez importantes. Et donc, je voulais vous poser la question, pour vous, l'utilisation de la couleur dans ces projets, pourquoi, etc. Vous avez parlé aussi de ces questions de la profondeur, hein, de cette tridimensionnalité qui fait rentrer aussi la ville, en guillemets, c'est presque l'extérieur qui est sublimé, même dans le musée à Beyrouth, qui est assez étonnant en fait. Donc voilà. Oui, les architectes, vous savez, quand on a étudié Dan et moi la couleur, c'était non, non, il faut pas. Sauf, enfin, parce que c'était très postmoderne à l'époque et on a eu des éducations quand même un peu dogmatiques. Et je pense que la couleur, pour nous, c'est aussi une façon de créer une hybridité. En général, on associe la couleur à la décoration, au décoratif. C'est pas architectural, l'architecture, c'est l'espace, c'est blanc. Mais les cathédrales, elles n'étaient pas blanches, ni les temples romains, donc on veut dépasser cette espèce d'abstraction. Et je crois que la couleur nous permet de rendre les choses plus réelles. Les matériaux, on pense les matériaux très rapidement, la couleur très rapidement par rapport quand on travaille un projet. Et parfois, euh, la couleur aide aussi à confondre un peu les limites. Vous parliez de profondeur, etc. Donc, parfois, la couleur se superpose très bien à la forme et à l'espace, mais parfois, elle confond les choses aussi. Donc, c'est un autre outil qui nous permet de rendre les choses un peu plus hybrides. Et la dernière chose que je dirais par rapport à la couleur, pour nous, c'est une invitation au jeu, au plaisir, et c'est très accessible, la couleur. Ça essaie de créer une architecture qui n'est pas froide, élitiste. On essaie de communiquer, d'engager, d'inviter. Merci. Je ne sais pas s'il y a dans le public ici en salle des questions. Sinon, moi, je peux continuer avec quelques questions là, en ligne pour en attendant que quelqu'un ait le courage. Oui, madame. Il vous amène les micros. J'aimerais vous féliciter, c'est vraiment très beau ce que vous avez présenté ce soir. Et j'aimerais bien voir ce quartier où nous sommes, qui est très triste, en fait embelli par vos idées. C'est de l'art. Pour moi, c'est vraiment du sublime. Bravo. Et ma question était, est-ce que vos mandataires, ça vient plutôt du public ou est-ce que c'est des privés? Et comment vous ajoutez, quand vous avez le mandat, comment vous ajoutez après vos idées? Je pense que ça prend un budget assez important. Voilà, comment vous arrivez à avoir le budget final pour le projet qui est le projet de votre rêve ou de votre création? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, à une époque où on a le sentiment qu'il y a de moins en moins de possibilités pour le public, nous essayons au maximum d'engager cette notion de façon nouvelle. Donc, d'abord, on essaye vraiment de trouver autant de travailler dans le public. Et aux États-Unis, c'est pas simple. On a fini on a fait une bibliothèque à Queens qui nous a pris 10 ans. On vient de finir une autre à Brooklyn qui a pris 4 ans. C'est des petits espaces, mais pour nous, c'est très important. Donc d'un côté, il y a vraiment ce désir d'engager des projets publics autant que possible. Et souvent, les budgets ne sont pas très grands.
mais il y a vraiment une volonté de servir la communauté, etc. Et donc, on essaye de trouver des façons stratégiques de repenser le programme, de trouver des intersections, des possibilités de flexibilité. Et quand ce n'est pas vraiment public, mais c'est institutionnel, par exemple, j'ai montré le projet du Student Success Center, le centre d'étudiants à RISD. Ça, c'était vraiment un projet très intéressant parce que au départ, c'était juste la rénovation d'un espace intérieur pour créer cet espace flexible pour les étudiants. Il y avait dans le programme qui nous a été donné une pièce avec des mètres carrés qui disait Mail Room, l'endroit où on reçoit des lettres. Et on a demandé, mais qu'est-ce que c'est, enfin, qui reçoit des lettres aujourd'hui? Et on a compris que en fait, c'était des boîtes et que c'était Amazon et tout ça. Et c'est nous qui sommes revenus vers le client qui avons dit, mais vous avez besoin de faire quelque chose de plus important avec cette partie du programme et de transformer ça pour faire partie de cette idée de centre pour les étudiants, pour créer. Et donc, les clients ont accepté et ensuite, on a développé ce projet d'addition qui est en même temps le storage pour recevoir les boîtes et cet espace polyvalent à côté. Donc, parfois, il faut être stratégique pour découvrir un peu dans chaque programme qui vous est donné, est-ce qu'il y a une façon de remettre les morceaux de façon différente pour justement créer un moment où il y a plus de collectivité, il y a presque une ambition d'être civique, de rendre quelque chose à la ville. Donc, c'est aussi ne pas simplement recevoir les choses, mais les transformer pour qu'on puisse engager quand même et redéfinir ce que ça veut dire que de contribuer à la ville urbaine et au public. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, elle vous amène tout de suite. Merci beaucoup pour ce magnifique exposé. Et j'ai beaucoup aussi admiré le fait que vous travaillez vraiment à la petite échelle et la très grande échelle de la ville, vraiment cette étendue d'échelle. Moi, j'aimerais peut-être poser une question par rapport à votre rôle d'éducatrice et dans l'enseignement, comme vous avez été dean à Columbia. Et de peut-être vous poser la question, qu'est-ce que vous voyez vraiment comme les défis pour l'enseignement ou peut-être comment on doit aller à l'avant dans l'enseignement pour affronter tous ces challenges, je m'excuse pour parler en anglais, et aussi pas seulement dans the Global South, mais comme vous allez aussi vous êtes sur le jury du prix Aga Khan, aussi dans les autres parties de notre monde, en fait, l'éducation, comment éduquer les jeunes architectes. Oui, tout à fait, merci. Une des choses qui était très intéressante pour moi quand je suis devenue doyenne à Columbia, maintenant je suis sur la faculté, mais ce qui a toujours été un défi, et je crois que c'est toujours un défi au niveau d'une école, et puis ensuite c'est un défi entre les écoles dans une université, c'est ce qu'on appelle the silos, les disciplines qui ont été formées de façon isolée. Et même au sein d'une école d'architecture et de l'environnement, ce qui est intéressant, c'est que ces disciplines, en fait, on peut les concevoir comme ayant été conçues au travers du problème de l'échelle. Si vous pensez la préservation historique, historic preservation, c'est l'échelle du matériau, c'est l'échelle de la brique, c'est l'échelle du détail. Ensuite, l'architecture, c'est supposé être l'échelle du bâtiment. Ensuite, vous avez urban design, qui est l'échelle un peu plus large du quartier. Et ensuite, urban planning, qui fait rentrer la politique, le gouvernement, etc., mais qui est beaucoup plus parfois à une plus grande échelle. Donc, on peut penser toutes ces disciplines qui sont liées comme une succession de disciplines isolées où chaque discipline adresse une échelle
de l'environnement construit. Mais malheureusement, ou heureusement, enfin, le défi, c'est pour adresser aujourd'hui les crises, pour adresser le changement climatique, il faut penser au travers de ces échelles. On ne peut pas simplement prendre une échelle, on ne peut pas dire le bâtiment s'arrête là, l'énergie s'arrête là, l'eau s'arrête là. Tout est en train de traverser de façon transversale. Donc, en tant que doyenne, j'ai beaucoup fait avec la faculté et les étudiants pour créer plus de liens transversaux entre nos disciplines à nous au sein de l'école. Et pour moi, le plus grand succès qu'on a eu, c'est l'accélération du nombre, l'intensification du nombre, l'augmentation du nombre d'étudiants qui font maintenant des dual degrees, qui font architecture et préservation, architecture et planning, etc. Et donc, ce que je constate, c'est que c'est du bottom-up, c'est-à-dire que les universités et les structures universitaires sont tellement lourdes, elles n'arrivent pas vraiment à créer de liens transversaux. Ce sont les étudiants qui font la connexion et c'est toujours un peu maladroit. On n'a pas les bonnes structures fluides pour leur permettre de faire ça. Mais si on soutient ce travail que les étudiants font de faire ces ponts, ça, c'est absolument crucial pour l'avenir. Et c'est un travail qu'il faut faire de façon très intense. Et je pense, à mon avis, il faut soutenir les étudiants et la faculté. C'est la meilleure façon de créer ces liens transversaux. L'Aga Khan est incroyable. Je suis vraiment... ils ont... enfin, le Aga Khan Award for Architecture a transformé beaucoup le discours en architecture ces 20-30 dernières années, où maintenant construire une petite école, ou bien enfin, le fait que Francis Kéré vient de recevoir le Pritzker Prize, c'est vraiment une reconnaissance, je pense, de ce que l'Aga Khan a fait pour soutenir ces projets qui sont vraiment investis dans le social, dans l'environnemental, et c'est devenu un modèle, en fait. Et donc, bon, comment soutenir l'éducation et dans le Global South, etc. Ce sont au travers d'échanges, je pense. Et quelque part, parfois, je me dis, c'est nous qui devons apprendre de ce qui se fait là-bas. Il y a une capacité d'adaptation enfin, pas là-bas, mais on croit qu'on a toutes les réponses parce qu'on a les technologies dans le Global North, mais en fait, parfois, on manque de faculté d'adaptation et d'invention et d'imaginaire. Et je pense que le Aga Khan a mis en valeur ce qui se fait, enfin a mis en valeur le fait que la plus petite intervention parfois peut avoir vraiment un impact immense. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Oui. Alors bonsoir et merci beaucoup pour la présentation parce qu'elle était hyper riche comme on l'a dit avant et c'est chouette de voir des approches tout à fait différentes des approches générales qu'on peut avoir dans l'architecture justement. Et moi j'avais une question notamment sur la représentation de vos projets et la communication des projets parce qu'on sent vraiment une attention portée à l'échelle des enfants, à l'échelle qui se sentent bien dans les espaces qui sont créés et tout ça. Et je voulais savoir si justement il y a une réflexion aussi dans la communication des projets de sensibiliser les enfants justement au développement de l'architecture, de la rendre plus accessible et de vouloir justement les intégrer d'une certaine manière ou du moins de les considérer dans la communication de ces projets justement par justement l'usage de toutes les couleurs des documents qui sont les images sont très ludiques en soi, ça pourrait être des illustrations pour enfants quoi, je veux dire, donc c'était un peu la question. Oui, merci. Vous savez, je ne sais pas si cette intention, si c'était vraiment une intention qui était très consciente, mais on a toujours aimé communiquer avec les enfants et on adore faire des maquettes qui sont presque comme des maisons de poupées où vous pouvez vous projeter chaque matériau, chaque surface, existe et il y a une
une capacité justement, quand vous avez une maquette ou un dessin très accessible, c'est très facile pour tout le monde de se projeter dedans et de s'imaginer, alors que quand c'est très abstrait, c'est difficile pour les gens qui ne sont pas experts. Et de communiquer, c'est vraiment intéressant parce que l'architecture, c'est collaboratif, il faut faire participer. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une intention qui a été articulée au départ, mais je crois qu'il y a eu... en fait, je pense à votre question, il y a quand même dans l'histoire de l'architecture, si vous pensez à Team 10 et les architectes qui sont venus après, les Smithson et qui sont venus après Siam et Le Corbusier et tout ça, il y a quand même un désir de renouer avec les enfants, avec le jeu, peut-être il y a quand même une trace de ça dans notre travail. Et donc, oui, je crois que si vous avez un enfant qui dit c'est super, qui sourit, qui pose des questions, pour nous, c'est bon signe. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Si ce n'est pas le cas, on va laisser Amal, parce qu'à New York, je pense que c'est 14h ou 15h, c'est l'après-midi, début de l'après-midi. Et écoutez, moi, je tiens vraiment à vous remercier de votre intervention, de cette conférence, mais surtout de la joie qui nous arrive de la part de vos travaux, donc de vos activités à vous et votre associé. Donc, merci infiniment d'avoir pu être avec nous ce soir, d'avoir pu montrer votre travail exceptionnel. Et je vous laisse et j'espère une prochaine fois, tout bientôt, peut-être ici à Genève ou peut-être là-bas chez vous, on verra. Et voilà, merci encore. C'était un plaisir. Merci. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que la prochaine fois, on sera dans un espace commun. Voilà. Oui. Merci. Merci encore. Très bonne soirée. Au revoir.